On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la campagne de financement à l'occasion des 40 ans du parrainage civique du Richelieu. On a explosé l'objectif initial. Mais tout d'abord, parlons de politique municipale, parlons de l'Acadie avec la nouvelle conseillère municipale, Annie Surprenant. Comme on le fait à chaque automne, petit tour d'horizon des conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler des enjeux de quartier. Évidemment, l'an passé, on a passé notre tour parce que c'était les élections. On reprend nos habitudes. Aujourd'hui, on se transporte dans le secteur, principalement le secteur de l'Acadie, qui est au niveau, disons, du territoire le plus gros et grand district de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec la nouvelle conseillère Annie Surprenant. Bonjour et bienvenue. Merci. Nouvelle conseillère parce que, bon, c'est encore nouveau, ça fait 1 an. Oui, ça fait seulement 1 an. Nouvelle vie, nouveau mandat, nouveaux enjeux. Comment est-ce que vous apprivoisez le monde de la politique municipale? Bien, j'aime vraiment ça. Je me sens vraiment à ma place. La dernière année a été, bien sûr, une année d'apprentissage de tous les rouages, de tous les processus en place, etc. Je pense que je suis présentement dans un endroit où je me sens vraiment sécure et à l'aise là, dans tout ce qui a à être fait, puis tout ça pour mener à bien des projets ou prendre des décisions au niveau de la ville là, et bien représenter les citoyens de mon Qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile quand on arrive comme ça, comme nouveau conseiller municipal? Le plus difficile, mais ça a été, je crois, de faire confiance au processus au départ. Ouais. Moi, je pense que de nature, je suis peut-être quelqu'un qui est toujours sur ses gardes, qui valide, qui vérifie, qui revérifie, etc. Donc, c'est certain que je suis rentrée dans le système avec un peu une attitude de chien de garde, des fois, à tout valider, tout vérifier, etc., pour m'assurer, là, mais aussi pour attendre d'avoir vraiment la confiance des gens qui travaillent tout autour de moi. Et c'est arrivé. Donc, maintenant, je sens moins que j'ai besoin de contre-vérifier, de valider par en arrière, parce qu'il y a une belle confiance, une belle qui s'est développée avec tout le monde. Vous étiez en quête de confiance afin de bien faire votre rôle, parce que d'être un politicien, une politicienne, de dire on est un peu le chien de garde, mais ce qui est un peu la base du rôle aussi. Oui. Mais en même temps, je comprends qu'on veut faire confiance à la machine pour savoir vraiment qu'est-ce que je peux... Bon, mais est-ce que parfois on a même l'impression qu'on... Là, est-ce que j'ai trop posé de questions? Est-ce qu'ils vont me trouver tannant? Ah oui, c'est arrivé. Ça, c'est certain. Là, puis je vérifiais là, les moindres documents dans les moindres détails. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire ça. Mais ça m'a permis de me les approprier, de bien les comprendre. Puis ça a permis de bâtir une belle relation de confiance avec tous les différents services de la ville. Et maintenant, je me sens vraiment à l'aise de prendre des décisions sur la foi de documents qui me sont présentés. Je les lis sommairement, je fais confiance aux recommandations qui m'y sont faites. Donc, je suis vraiment à un autre endroit, là. C'est agréable. Bon, vous avez pris la relève de Christiane Marcoux, qui a été conseillère pendant plusieurs décennies. Oui. Elle a même été mairesse de l'Acadie avant la fusion, c'est pour dire. Quartier, district où il y a eu pendant un certain temps des enjeux au niveau des infras, entre autres du parc Rémiard, enjeux de bruit avec le champ de tir, des enjeux de camionnage, des enjeux de terrain, des enjeux de rues asphaltées. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux dans l'Acadie en 2022-2023? C'est encore un peu la même chose. Ça n'a pas vraiment changé. C'est certain qu'il y a certains secteurs où on a réglé certaines problématiques, d'autres que c'est encore en développement. Donc, oui, il y a encore des secteurs où on est à travailler pour instaurer des infrastructures diverses, que ce soit l'eau, ou l'aqueduc ou l'asphalte ou des choses comme ça. C'est en cours d'avancement. Donc, il y a ces enjeux-là encore qui sont loin d'être complètement réglés et qui même, selon moi, on risque d'en voir d'autres problématiques, puis d'autres gens qui vont réclamer certaines infrastructures parce qu'il y a eu quand même beaucoup de développement au fil des dernières années. Des quartiers où les gens n'avaient pas les infrastructures, mais sont allés s'installer là quand même, puis qui aujourd'hui doivent vivre avec les aléas là, des problématiques d'eau, des choses comme ça. Donc, le problème, dans le fond, est répandu partout au Québec. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes avec les nappes phréatiques. Donc, j'entrevois que ça va quand même continuer d'être un problème récurrent là, que je vais voir tant que
la plus grande majorité du secteur ne sera pas desservie par les services, ça risque d'être une question qu'on va ramener tout le temps sur le tapis. Quels sont les secteurs ou les quelques rues là, qui sont susceptibles de peut-être avoir les services prochainement? Là, Est-ce qu'il y a des présentement, secteurs en particulier? Oui. Présentement, on a le secteur de la rue Dumont, où les citoyens ont réclamé les infrastructures. On a possiblement, on est en train d'étudier le secteur, on est en train de faire l'évaluation des coûts et tout ça pour le secteur Gérard-Lécuyer, Grande Terrasse. Ça, c'est des secteurs à prioriser parce qu'il y a vraiment des problématiques de ce côté-là. Par la suite, il y a des secteurs comme Normandin, etc., où il y a également de l'intérêt, où des gens aimeraient avoir les infrastructures. Ils ne sont pas très loin de chez eux, dans le fond. Non, pas très loin, mais présentement, pas nécessairement capables d'assumer ce nouveau réseau-là. Donc, ça demanderait vraiment de monter une nouvelle ligne et tout. Donc, c'est assez complexe. Bon, je faisais référence tantôt en introduction. Je parlais du champ de tir à l'Acadie. Ça, c'était un problème pendant plusieurs temps. Là, c'est un dossier réglé, ça. Réglé, absolument, absolument. Puis là, on est à voir, mais avec les propriétaires, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain-là? C'est certain que moi, j'ai beaucoup de citoyens qui sont très inquiets de ce qui peut s'en venir sur ce terrain-là. Donc, on est dans des discussions présentement à voir les possibilités, puis voir comment on peut assurer l'acceptabilité sociale là, des citoyens au pourtour, puis comment on pourrait le mieux utiliser là, ce terrain-là pour les besoins de la ville. Est-ce que c'est un terrain dont vous entrevoyez une vocation résidentielle, commerciale, industrielle? Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer parce que, justement, on est dans des discussions à ce sujet-là. Donc, ça reste à voir quelles seront les possibilités puis où on veut aller. Un des grands dossiers à la Ville présentement, c'est au niveau de la densification. Et le Conseil a demandé à la Ville de produire au service d'urbanisme, en collaboration avec le service d'infrastructure et gestion des eaux, un plan vraiment de la situation et des possibilités de densification possibles au sein de la Ville. Donc, une fois que ce plan-là va nous être déposé, ce sera fait dans les prochaines semaines et mois, là, c'est pour bientôt. Là, on va vraiment être à mesure de prendre des décisions à long terme puis de regarder quels sont les secteurs qu'on désire privilégier. Tant qu'on n'aura pas ça, on est un peu dans le néant puis on y va à la pièce, c'est ce qui est vraiment pas souhaitable. On veut vraiment avoir un portrait d'ensemble puis désigner des zones qui vont être vraiment propices là, à la densification. Et il en est de même pour l'étalement urbain aussi. Moi, je suis l'Acadie, Saint-Luc-Ouest. Il reste encore plusieurs terrains là, qui n'ont pas été développés. Et là, il y a des idées de projets qu'on entend entre les lignes parce que pour la plupart, il n'y a pas de projet officiel qui a été déposé, mais on voit ça arriver, puis on se dit, bon, ben là, pour contrer l'étalement urbain, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Fait que c'est des grandes discussions stratégiques là, qu'on a besoin d'avoir comme conseil ensemble pour vraiment aligner les prochaines années. L'autre enjeu, c'était le camionnage. Bon, entre autres, il y a eu des travaux au pont de la 104. Là. Bon, ça, au moins, il y a une partie de réglée maintenant. Mais il reste que dans le cœur de l'Acadie, intersection Grand Prix, chemin du Clocher, à côté de l'école Napoléon-Bourassa. C'est une intersection qui est vraiment comme ça, très difficile pour les camions. Il y a déjà un projet de voie de contournement, mais le ministère des Transports avait refusé. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios à l'étude? Avez-vous encore des plaintes à l'égard du camionnage? Depuis mon entrée en poste, je n'ai pas eu de plainte vraiment à l'égard du camionnage. J'ai eu certaines plaintes à l'égard de l'accès, par exemple, aux citoyens qui se retrouvent sur le chemin du Clocher et qui aimeraient pouvoir accéder au parc des Parulines sur le long de la route de façon plus sécuritaire. Ça, j'ai beaucoup de demandes. J'ai eu certaines demandes au niveau peut-être au niveau sécuritaire, baisser la vitesse, etc. Mais l'enjeu des camions, là, je n'ai pas eu de plainte de citoyens vraiment à cet égard-là depuis mon entrée en novembre dernier. C'est certain qu'il y a quand même une grosse densité là, de circulation de camions. Là. Moi-même, j'emprunte cette route-là souvent, que ce soit à pied ou à vélo ou en voiture. Puis je suis toujours étonnée de voir combien de camions passent à l'heure dans ce secteur-là. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de plainte là, de citoyens à cet effet. Bon. Est-ce qu'il y a des dossiers particuliers que vous désirez vouloir faire avancer dans l'Acadie pour l'année ou les années à venir?
Oui, absolument. Bien, c'est certain que j'ai un grand rêve, puis j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution pour le mener à bien. Ça serait vraiment de pouvoir relier le village de l'Acadie à Saint-Jean via la piste cyclable de Delan pour une mobilité active, vélo, etc. J'aimerais vraiment qu'on puisse trouver un moyen d'avoir un tronçon qui parte de la fin de Delan jusqu'au village de l'Acadie. Je pense que ce serait nécessaire, puis ça permettrait aux gens de Saint-Jean de venir découvrir les sites patrimoniaux de l'Acadie et tout ça en mobilité active, en employant un moyen de transport qui est non polluant. Ça permettrait également aux gens de l'Acadie de pouvoir se connecter à tout le réseau cyclable là, de Saint-Jean, qui est très grand. On pourrait le faire avec une zone tampon, une zone protégée. Là, il y a le ministère des Transports là-dedans, j'imagine. Hein? Oui, il y a une petite zone que c'est vraiment le MTQ, mais c'est vraiment au niveau des ententes avec Hydro-Québec, parce que le meilleur chemin... Puis Mme Marcoux l'avait essayé dans le passé, mais là, on est ailleurs. On est je veux dire, des projets de mobilité active, il y en a partout, puis c'est bien vu. Donc, il va y avoir dans la prochaine année là, des démarches que je veux faire de ce côté-là, vraiment, pour essayer de développer cet axe-là. Côté Grande-Ville, vous siégez sur quelques comités. Quels sont-ils? Plusieurs comités. Je siège sur le comité consultatif d'urbanisme. Je siège sur le comité de sécurité publique. Donc, beaucoup de projets aussi de ce côté-là au niveau de la police et du service d'incendie. Je siège sur des comités axés sur la culture et les arts, tels que le comité de l'Aspect, le comité du musée du Haut-Richelieu, les Amis de l'Église patrimoniale de l'Acadie. J'ai également siégé sur des comités au niveau de l'adaptation au changement climatique, à la nouvelle politique culturelle. Donc, je suis très occupée à cet égard. Bon, là, vous êtes nouvellement retraitée du travail, mais là, finalement, ça compense avec le job de conseillère. Ça compense un peu. Je faisais le travail dans son entièreté là, au cours de la dernière année. J'étais essoufflée, mais j'y arrivais. Là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai maintenant plus de temps pour me permettre des événements sociaux, vraiment m'intégrer là, dans toutes les activités qui se passent à la Ville. Donc, on risque de me voir pas mal plus souvent. Ce côté-là, j'avais hâte de pouvoir le faire. Je n'avais pas le temps, mais je me promets bien là, de me reprendre dans les prochaines années. En terminant, comment vous voyez les enjeux grande ville? Bon, là, c'est les taxes parce qu'on va voter un budget. C'est l'avenir des golfs. C'est le vieux Saint-Jean. Bon, tu sais, chaque conseillère a un droit de vote autour de la table. Comment vous voyez ces enjeux-là, autres que ceux du district de l'Acadie? Bien, je pense que... moi, j'ai toujours prôné pour l'aspect grande ville. Je trouve que si on veut avancer de façon stratégique, là, il faut arrêter de tirer toujours sur notre côté de couverte. Là. Puis il faut vraiment regarder la ville dans son ensemble pour tous les citoyens. Donc, j'ai toujours cette vision-là, en gardant toujours dans mon cœur mes citoyens de l'Acadie, c'est bien sûr. Mais je pense que, bon, là, on est en train de finaliser le développement du centre-ville. C'était nécessaire. Je pense qu'on est en train de regarder des beaux projets à cet effet qui vont être intéressants. On a des problématiques d'infrastructure également en ville qu'il faut à tout prix régler avant de faire quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est primordial avant toute chose. Les projets grande ville, c'est certain qu'on a des problématiques au niveau des infrastructures sportives, des choses comme ça. Moi, de mon côté, à l'Acadie, on a des infrastructures pour les activités culturelles et ça, c'est un projet aussi que j'aimerais bien mettre de l'avant, qui est un projet l'Acadie, mais grande ville en même temps aussi. Ça va être d'assurer qu'on a les installations pour recevoir tous nos organismes et toutes nos activités culturelles. En terminant, bon, là, on est dans le processus budgétaire. Est-ce que vous appréciez le processus en ce moment? C'est jamais simple, ça, comme exercice? Bien, c'est beaucoup plus simple cette année, je dois dire. L'année dernière, ça nous a été balancé quand même assez rapidement après l'élection. Donc, c'était un tourbillon dans lequel je dois avouer, là, moi qui pose beaucoup de questions, là, j'en ai posé, puis pour essayer de comprendre les rouages et tout, cette année, c'est vraiment différent. Donc, on l'approche d'une autre façon quand on connaît le fonctionnement. Donc, je trouve que les discussions qu'on a eues à ce sujet-là, puis les décisions qu'on entend prendre, je pense que c'est vraiment dans l'intérêt des citoyens. Puis, je suis vraiment, vraiment heureuse de ce qu'on a réussi à mettre de l'avant de ce côté-là. Annie Surprenant, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. À l'aube de son 40e anniversaire, l'organisme Parrainage civique du Richelieu a tenu une campagne de financement annuelle avec des résultats quand même assez incroyables, objectif de 100 000 qui a été largement dépassé. On en a parlé ici même à l'émission il y a quelques semaines avec les coprésidents d'honneur, entre autres Marie-France et Pierre Paré, des Assurances Paré. Mais là, je voulais qu'on fasse un peu la conclusion de tout ça avec la directrice générale du Parrainage civique du Richelieu, Suzanne Barnabé. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée d'Éric Duval, qui était aussi l'autre coprésident d'honneur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Et vous-même? Oui. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Excellente. Incroyable, parce que j'imagine que quand on démarre quelque chose qui ne s'est pas fait avant, là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on met comme objectif? On va-tu l'atteindre? On va-tu le dépasser? Bref, parlez-nous un peu des raisons pour lesquelles vous avez mis en place une campagne de financement qui se veut maintenant annuelle. Oui. On va décider avec le SIA. On n'a pas fait le post-mortem de tout ça, là, mais on va voir la stratégie. Dans le fond, après la pandémie, pendant la pandémie, on a eu le temps de penser à une planification stratégique, puis voir un peu où est-ce qu'on voulait aller. Et puis, avec toute notre planification, on s'est dit, bon, mais il faudrait plus de sous. On a un grand territoire, on couvre seulement Saint-Jean, on n'est pas ailleurs, on aimerait avoir des bureaux satellites. On veut offrir plus de services, plus accompagner, dans le fond, nos bénévoles, les soutenir pour que les jumelages deviennent pérennes un peu. Ouais. Alors, parce qu'on a des jumelages de 20 ans, 25 ans, c'est des beaux succès, mais on veut plus les outiller. Puis pour ça, bien, il faut produire des cours, aller chercher des spécialistes. Fait que tout ça a fait qu'on s'est dit, bon, bien, on n'a pas l'argent pour faire ça. Bon. Êtes-vous encore financé par Centraide? Oui. Oui, bon. Oui. Puis, normalement, vous aviez, dans le temps, une fois par année, un déjeuner réflexion qui était, en gros, à peu près la seule activité de financement de l'année. Exactement. Bon, on le sait, là, il y a eu la pandémie et tout ça. Oui. Là, en même temps, vous arrivez dans une année anniversaire, proche du 40 ans. C'est quand même pas rien, là, un OSBL qui a 40 ans aujourd'hui. Parlez-nous peut-être, même si ça fait presque 40 ans que ça existe, juste résumer ce que fait le parrainage civique. Dans le fond, le parrainage civique, c'est à vocation, c'est bénévole. Et par le biais de jumelage, on va créer des liens d'amitié, dans le fond, entre un citoyen bénévole et les gens qu'on appelle filleuls, qui vivent avec une déficience intellectuelle ou déficience physique, qui sont dans le spectre de l'autisme ou qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, on fait des jumelages et on a jusqu'à présent... je regarde ma feuille, au-delà de 122 jumelages. Et on a une grande liste d'attente. Ça, c'est à chaque fois qu'on parle du parrainage civique. Puis là, plus on en parle, oui. Bien là, vous avez plus de parrains-marraines, mais là, vous avez plus de demandes de filleuls-là. Oui, c'est ça. Donc, on s'en sort pas. On a de Donc, il y a toujours une liste d'attente. Oui, c'est ça. On l'a baissé beaucoup pendant la pandémie parce que les gens, bien, c'est ça, il y avait plus de gens qui avaient du temps. Et on a baissé cette liste-là. Mais là, maintenant, c'est ça, les gens ont recommencé à travailler. Fait que c'est une grande campagne, dans le fond, pour aller chercher des parrains-marraines. Et ça, c'est le succès de la campagne. Ça a été un succès au niveau financier. Mais au-delà de l'argent, juste chez Paré Assurance, on a 6 parrains. Oui, parrains-marraines qu'on a été chercher et un peu partout. Fait que ça, c'est un grand succès aussi. C'est ça, les chiffres sont importants. Donc, 210 filleuls, 60 d'entre eux ont entre 35 et 64 ans. Donc, c'est pas des petites jeunesses nécessairement. Donc, c'est vraiment des adultes. 114 filleuls en attente donc d'un jumelage et 96 filleuls ont des jumelages en ce moment. Dont Éric Duval. Oui. Vous êtes jumelé depuis combien de temps? Moi, je suis... j'ai commencé, je pense. Je fais partie du parrainage civique depuis 2018-2019, quelque chose comme ça. Puis, pas longtemps, là, quelques semaines après que je me sois inscrit, environ vers le printemps 2018-2019, j'ai été jumelé à Étienne des Trois-Maisons.
Et parle-nous un peu de cette expérience-là, parce que parfois, on en parle ici à la télé, tout ça, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui le vit pour dire en quoi ça te fait du bien, en quoi c'est plaisant d'avoir ce jumelage-là. J'ai connu des difficultés au cours de ma vie avant d'être jumelé à Étienne. Bon, tu sais, comme tout un chacun a ses vies des difficultés. Puis moi, je vivais les miennes, tu sais, puis j'ai eu quelques problèmes aussi, quelques soucis avec des amis. Ouais. Il y en a qui sont partis, d'autres qui ont été plus ou moins corrects avec moi, mais tu sais, sans plus, là, je veux dire que c'est comme ça que fonctionne la vie. Mais quand j'ai rencontré Étienne, au départ, j'avais de la misère à me lier avec lui. Ouais. Puis petit à petit, on a créé des liens, on s'est parlé, on a discuté de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, des choses qu'on voudrait faire ensemble. Puis aujourd'hui, on est comme des frères à un tel point que moi, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais le parrainage civique nous a décerné le trophée, le prix Gérard Hamon pour le meilleur jumelage. Ah ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a un article qui est apparu dans le Ouais. Canada français à ce sujet-là. Exact. Là, Suzanne, vous avez ramassé 142 700 alors que l'objectif initial était de 100 000. 100 000. C'est énorme. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces sous-là? Je veux dire qu'on est rendu, on a dépassé 150 000. Ah oui, OK, on Là, on est est rendu en haut encore de ça, dans- là. Oui, Il y a de on- l'argent qui est rentré après, là. C'est ça. Bon, On est encore on va dans les- ajuster ça. 150 000. Oui, c'est ça, dans les calculs et tout ça. Il y a un programme de mentorat qu'on veut mettre en place, justement pour avoir des mentors pour accompagner Ouais. les nouveaux jumelages. Agrandir notre territoire, avoir des bureaux satellites, parce qu'on n'a pas de service sur tout notre Ouais. territoire, puis ça, il faut le développer. Un programme de mentorat, c'est une très bonne idée. Oui. Merci, Eric. Justement, Ouais. pour que nos jumelages soient plus pérennes. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est les formations, aller plus poussées, à avoir des spécialistes qui vont nous aider à faire des formations pour outiller nos parrains. Et aussi avoir des formations pour nos filleuls. Bon, là, l'exemple qu'on a ici, c'est Eric qui est lui-même filleul. Ouais. Parlons des parrains marraines. Là, les gens qui nous regardent disent « Ouais, ça me tenterait peut-être, mais je ne sais pas trop c'est quoi, puis qu'est-ce que je vais faire au juste, puis qu'est-ce que ça va me demander? Est-ce que je suis faite pour ça? » Bref, les gens qui nous regardent, qui auraient peut-être un intérêt là, à être parrain marraine, qu'est-ce que ça demande? Bien, dans le fond, c'est 3 heures. C'est par mois, à peu près. C'est une sortie. Fait que c'est... Nous, on prend... Notre mission, c'est l'inclusion sociale. Fait que c'est faire une sortie avec un filleul, aller au cinéma, aller au restaurant, aller 3 heures par mois. Et il y a tout un processus, là, avant d'arriver parrain, vraiment avant d'être jumelé. Fait qu'on rencontre le bénévole, on lui demande ses intérêts. Vraiment... On va aller voir aussi son engagement. Parce qu'un lien d'amitié, créer un lien d'amitié, on ne veut pas que dans un mois, ça soit terminé. Fait que vraiment, le processus, c'est ça, est long pour avoir le bon fit, je dirais, avec le filleul. Alors, nous, nos filleuls qui viennent, on leur demande aussi leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et habituellement, le fit fonctionne Mais c'est très, un autre très genre de bien. bénévolat. Il y a parfois du bénévolat où on a besoin de bras, hein, c'est pour Oui, des trucs. oui. Ça, c'est un bénévolat qui demande du temps, de l'engagement. Effectivement. Un don de soi. Effectivement. C'est un autre genre de bénévolat. Oui, oui, Ouais. oui. On Plus a aussi intime, là. besoin Ouais. de bénévoles sur le terrain, qu'on appelle, là. Mais la grande partie, c'est... Toi, Éric, tu fais quoi avec ton parrain? Dans le fond, quel genre d'activité vous avez? Pour l'instant, ça se résume à écouter des séries chez moi, parce que je suis un cinéphile, Ouais. puis mon parrain aussi. Fait qu'on s'entend bien là-dessus. Fait qu'on écoute des séries, puis on en discute. Sinon, on se fait des blagues, des choses entre chums de gars, quoi. Mais je sens que ça te rend très heureux, cette relation-là. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Étienne, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est plus jeune que moi, mais on sent que quand on parle avec lui, il y a une vieille âme. Puis ça fait du bien, ça. Non, pour vrai, ça fait du bien.
Là, on est à l'approche du temps des fêtes. Là, j'ai cru comprendre que vous revenez avec votre calendrier de Oui, l'Avent. oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Dans le fond, c'est un calendrier virtuel pour la somme de 20 seulement. On est avec M. Alain Paradis du groupe Le Sieur et Fils. C'est notre commanditaire principal. Et dans le fond, le grand prix, c'est un forfait voyage. Vous pouvez aller où vous voulez de 2 500 $. Et on a des prix pour 6 000 $ dans le calendrier. Alors, les 24 portes, dans le fond, c'est d'hier à aujourd'hui, Saint-Jean d'hier à aujourd'hui. Fait que vous allez avoir une petite histoire de Saint-Jean avec un petit défi à chaque porte que vous ouvrez. Une fois du 1er au 24, vous allez ouvrir la petite porte, vous voyez si vous êtes gagnant, et vous apprenez sur Saint-Jean, sur toutes les entreprises de Saint-Jean. Et on a un objectif de 8 000 $, puis on est rendu plus qu'à la moitié en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment pour offrir des activités à nos filleuls. Bon, d'ailleurs, pour le calendrier, c'est www.entreamis.ca/calendrier. Donc, entreamis.ca/calendrier, où là, on peut acheter en ligne Exactement. le calendrier En de ligne, l'Avent. vous pouvez acheter, vous pouvez faire des dons aussi. Et puis, c'est jusqu'au 28 novembre. Bon. En terminant, Éric, quel message tu aurais à lancer aux gens qui nous regardent en ce moment sur l'importance du parrainage civique, l'importance de faire ces fameux jumelages dont tu profites en ce moment? L'importance que ça a pour des personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle, comme moi, j'ai une déficience intellectuelle légère et une déficience visuelle. L'importance que ça a, c'est de se sentir bien dans sa peau, de se sentir être humain. En tant qu'être humain, là, de se sentir humain, tout simplement. Puis de se sentir accepté par les gens normaux. Puis que c'est pas parce qu'on a des différences qu'on n'est pas capable de discuter ou on n'est pas capable d'avoir une conversation normale. C'est un bon résumé. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir après ceci. Depuis le temps qu'on en parle, c'est jeudi, le 1er décembre, qu'on va divulguer, qu'on va dévoiler les résultats du sondage sur l'avenir des golfs, mais l'avenir également de ce secteur des bergères à Saint-Luc. À demain. Bye-bye.